d'autres mesures en attendant que le peuple n'aille encore voter pour un nouveau texte. Mais monsieur, je voudrais vous rappeler que le peuple congolais ne s'est jamais plaint de la Constitution du 15 mars 1992. Sauf de l'article 75 dans son interprétation. Oui. Non. Cette Constitution du 15 mars 1992 a été votée à 98% par le peuple congolais pour un taux de participation record de 97%. Ou alors on avait menti au peuple, ceux qui avaient eu à le traduire, à expliquer. Je voudrais vous redire que M. Sassou Nguesso avait pris les armes pour faire des causes de violation constante et permanente de la Constitution du 15 mars 1992. C'est la raison qui a fait qu'on arrive à cette tragédie. Par voie de conséquence, pour que la République continue d'exister, il lui eût fallu d'abord demander au peuple congolais souverain ou par ses députés, mais comme le coup d'État du 5 juin 1992 avait balayé la représentation nationale, il ne restait plus qu'à M. Sassou Nguesso une porte, celle du référendum. Et il avait ce référendum. Ça veut dire que pendant toute la période de la transition flexible, M. Sassou vous allez me faire comprendre que M. Sassou, le président de la République d'alors, n'avait pas les conseillers pour lui dire, Monsieur le Président, il nous faut passer par un référendum pour que votre législature soit validée. Modeste Boukalia, seriez-vous en train de réclamer, revendiquer la Constitution de 92 comme condition préalable pour que vous avanciez vers un gouvernement de constitution et par là même renier la Constitution de 2002? Je ne renie pas, je remets en place ce qu'on appelle la légalité constitutionnelle. Tous les constitutionnalistes se demandent le fond. Vous m'avez posé la question de la nomination ou du choix d'un Premier ministre éventuel, mais qui est bien entendu cette décision dépend exclusivement du président de la République. C'est sa volonté. Mais comme nous sommes dans une situation particulière de vacances de pouvoir, je pense que M. le Président de la République est en train de réfléchir. C'est pour ça, pour qu'on n'arrive pas à ceux qui s'accaparent d'un poste de Premier ministre qui n'existe pas, qu'on mette les conditions réelles de la nomination d'un vrai Premier ministre. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ce fameux faux Premier ministre qui n'existe pas nous a conduits dans des errances avec les élections législatives et locales que vous avez connues avec un taux de participation record de 4%. Vous voulez que le futur président de la République soit élu avec 4%? Voilà pourquoi j'estime, et je pense que M. le Président de la République est d'accord avec moi, que nous avons la possibilité, en tant qu'État, de nous approprier de manière exceptionnelle la Constitution du 15 mars 1992. Je pense que le grand constitutionnaliste, M. Lenga Placide, serait de mon avis. Je pense qu'il a la même lecture. Est-ce que vous lui auriez adressé une correspondance? Ou même que vous seriez vous seriez allé le voir pour en parler, en discuter franchement? Avec qui? M. Placide Lenga. Non, pas encore, mais je pense que le fait qu'il ait cherché à analyser en profondeur mon communiqué de presse dans lequel je disais que M. le Président de la République doit s'approprier de manière exceptionnelle cette constitution-là est une indication sûre que, comme M. le Président de la République écoute très bien M. Placide Lenga, va aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est un souhait pour la tranquillité du pays. Et je pense que là aussi, M. le Président de la République va prouver une fois de plus, comme il l'a déjà fait avec la Conférence nationale souveraine, que c'est un grand homme d'État qui sait voir les intérêts du pays. Même s'il a été trompé
par certains aujourd'hui qui lui mettent la tête sous l'eau en disant qu'il n'y a que lui. Mais le président de la République n'est pas dupe, puisqu'il avait dit lui-même, tous les cadavres qui sont dans mon placard ne sont pas les miens. Donc chacun a dû entendre le message. Monsieur le Président, au cas où, c'est une question, qu'il n'y ait pas de gouvernement de transition et que le gouvernement actuel exige d'aller vers une élection présidentielle en juillet 2009, est-ce que vous serez encore candidat sur la liste? Voilà. Donc je ne pense pas que le président de la République puisse accepter cette responsabilité historique. Il a maintes fois réclamé qu'il avait cessé la voie de la confiscation du pouvoir par les armes, puisqu'il a dit le 15 août dernier, lors du message, du discours sur l'état de la nation, il a dit que les Congolais et les Congolaises devaient choisir librement leur président. Quand on dit cela, ça veut dire qu'il doit peser de tout son poids pour que la future élection de juillet 2009 se passe dans les conditions optimales, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contestation possible. Je pense, et je suis sûr qu'il est d'avis avec moi. Mais ceux qui font pression, ce sont ceux qui estiment que si Monsieur le Président de la République organise une telle élection, ils ne vont plus sacrifier le pays pour leurs appétits. C'est pour ça, ce sont eux qui sont les vrais dangers, qui se sont accaparés du pays en excluant tous les Congolais et toutes les Congolaises. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Président de la République s'est rendu compte qu'il a été manipulé. Vaut mieux tard que jamais. Et que, en toute honnêteté, nous irons vers des échéances électorales capitales, majeures, c'est-à-dire l'élection du nouveau président de la République civile, qui n'a jamais trompé ni trahi le peuple congolais, en achetant les armes pour qu'on tue ce même peuple congolais. Et aujourd'hui, ceux qui ont avancé l'argent, qui ont tué ce peuple congolais, veulent devenir président. Monsieur Sassou aujourd'hui refuse d'entrer dans ce jeu-là. Il veut être élevé dans les hauteurs d'hommes d'État modernes. Ça veut dire que vous avez à discuter, monsieur Modeste. Vous avez tellement confiance en cet homme, dont son instrument de base, je veux dire le Parti congolais du travail, nous a assez démontré qu'ils étaient experts en matière de ruse, en termes de contrat, bien sûr. Parce qu'ils ont signé avec le RDPS, ils ont trahi ce contrat, ils ont signé avec le MCDD, ils ont trahi. Mais vous semblez faire confiance à M. Sassou Nguesso, dont l'instrument est le Parti congolais du travail, avec toute assurance. Nous ne comprenons pas assez bien. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne du public congolais qui vous suit actuellement? J'ajouterais, Guérisha, que pour plus d'un Congolais qui nous suit en ce moment, il se dirait, est-ce que M. Modeste Boukadia n'est pas de mèche avec M. Sassou, parce qu'il semble le défendre d'un côté, et de l'autre, il l'attaque. À quel jeu vous jouez? On va dire, drôle d'opposant. Je suis pour la tranquillité publique. Quand vous suivez l'histoire émaillée d'armes et de sang de notre République, le nom de M. Sassou a toujours été présent. Si le président de Souba, avec lequel j'ai failli travailler en France, quand il était professeur, nous avons discuté de professeur à étudiant. On voulait monter un grand laboratoire de recherche ici au Congo, mais j'avais refusé. Parce que je lui avais demandé de faire son autocritique de son passage aux affaires publiques dans les périodes de 63 à 65. Et lorsque je lui avais demandé cela, nous avons mis fin à notre coopération intellectuelle, c'est-à-dire en tant que scientifique. Je ne défends pas M. Sassou. Je ne suis pas son défenseur, pour la simple raison, je n'ai jamais fait d'études d'avocat. Mais je veux que le pays respire. Je veux que les Congolais se trouvent en harmonie avec leur propre pays.
pour que le pays se trouve en harmonie, il faut qu'à un moment donné, des hommes publics, des hommes politiques se lèvent pour pouvoir tourner la page. Mon argumentation, la défense de la Constitution du 15 mars 1992 et par voie de conséquence les acquis de la conférence nationale, me donne cette force pour garantir au président de la République, M. Sassou Nguesso, aux siens, à ses amis et à tous ceux qui ont géré le pays, qu'ils doivent regarder l'avenir avec confiance parce qu'il n'y aura pas quoi que ce soit. C'est ça ce que j'ai dit. Monsieur le Président, quand vous dites qu'il n'y aura pas quoi que ce soit, alors que tout le monde sait qu'il y a le dossier sur les disparus du BIT qui est pendant au tribunal pénal international, comment allez-vous procéder pour essayer de rassurer tous ces généraux et autres qui sont poursuivis dans ce dossier? Comment allez-vous faire pour annuler toutes ces procédures? Parce que vous semblez garantir à ceux-là même qui sont poursuivis dans cette procédure une paix, une quiétude au cas où vous serez élu président de la République. Nous voulons bien vous croire, mais comment allez-vous procéder pour que, en fait, ce procès qui est pendant soit annulé ou retiré? Comment? Tout à l'heure, votre collègue a lu brièvement ce que je fais. Moi, je suis un homme politique. Ce dossier regarde les droits de l'homme. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame entre le politique et les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont où les organisations non gouvernementales qui s'occupent du respect des droits de l'homme, c'est une chose, le politique c'en est une autre. Moi, je prends la décision politique. La question que vous venez de me poser regarde essentiellement les droits de l'homme. S'il vous plaît, que les politiques ne politisent pas déjà un drame. L'homme politique doit proposer comment nous pouvons œuvrer pour que ce pays vive en paix. Comme on dit, chacun à sa place et les moutons seront bien gardés. Quoique je ne suis pas d'accord lorsque les Congolais se saluent en se donnant des coups de tête comme des moutons. Monsieur le Président, considérons que vous êtes là, président de la République élu. Vous avez 100 jours pour convaincre le peuple, Monsieur le Président. Quelle serait votre première décision? Non, je n'ai pas 100 jours pour convaincre le peuple. J'ai 100 jours pour montrer que ce que j'ai promis, je vais le faire. Ça veut dire que je dois prendre des grandes décisions pour que le peuple congolais commence à se sentir soulagé. La première des choses, c'est que je veux donner à manger au peuple congolais. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé, son corps est faible, est sujet à des maladies et il ne peut pas travailler. Donc là, c'est une priorité pour moi de donner à manger aux gens. Et comment procéderiez-vous? Nous avons les moyens, les ressources indispensables, tant financiers que les denrées. Il suffit seulement de prendre les dispositions. Nous avons tous les secteurs pour alimenter tout le monde. Il y aurait des gens qui vous soutiennent financièrement? Vous semblez toujours, parce que vous parlez avec très beaucoup rassuré d'assurance. Jusqu'alors, quand vous parlez du marché intérieur, la création des marchés intérieurs, vous dites je mettrai les moyens. Vous parlez là de donner à manger aux Congolais, vous dites je mettrai les moyens. Alors, quels sont vos appuis, Monsieur le Président? Vous savez que je suis à Pointe-Noire. Oui, Monsieur le Président. À Pointe-Noire, il y a beaucoup de ressources. Il y a des belles dames, les messieurs gentils, nous avons le port, nous avons la forêt de Mayombe, nous avons les Minsala de Niari, qui sont les meilleurs au monde. Nous avons ce que nous avons, mais que nous ne savons pas exploiter, dont on nous donne 33%. Vous pensez qu'avec ces 33%, qui est déjà énorme, je ne peux pas faire grand-chose? Je n'ai pas une multitude de maîtresses pour acheter des parfums. Je n'en ai même pas. Donc nous aurons l'argent, parce que nous avons la terre et nous avons les compétences. C'est ça, le secret. Monsieur le Président, nous sommes à Pointe-Noire et vous parlez donc à Pointe-Noire. Oui, absolument. Et à Pointe-Noire, il y a des problèmes. Surtout quand on regarde cette jeunesse qui est désœuvrée.
Et quand cette jeunesse vous écoute, elle attend quelque chose. Mais c'est du concret. Pas que le verbe, mais du concret. La population ou les populations de Pointe-Noire connaissent des problèmes. Les problèmes ici sont les problèmes d'emploi, les problèmes d'exploitation, parce que vous avez des sous-traitances ici dont les responsables exploitent, mais alors de façon très abusive, la main-d'œuvre qui est à leur disposition, faite essentiellement des jeunes. Vous avez aussi des problèmes de terre à Pointe-Noire. Les propriétaires fonciers, toujours en désaccord, en disharmonie avec le pouvoir public, parce que telle terre a été vendue par les propriétaires terriens, mais que l'État est venu ou voudrait reprendre en cassant les maisons. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes liés à la jeunesse. Que dites-vous à ces populations de Pointe-Noire? Je l'ai dit, qui attend du concret, non pas le verbe pour ne pas être verbeux. J'espère que vous ne me faites pas un procès d'intention en disant que je parle, mais qu'il n'y a pas d'action. Non, pas du tout. En tout cas, je ne suis pas de ceux qui disent la politique des actions concrètes alors qu'il n'y a aucune action concrète. Moi, je dis ceci. D'abord, les problèmes de Pointe-Noire sont les problèmes d'autres régions. Parce que l'ensemble de nos régions, les 9, ont des problèmes. Il y a des problèmes spécifiques, mais nous devons les résoudre de manière globale pour éviter que certains se disent qu'ils ne nous comprennent pas. Maintenant, à cette jeunesse, j'ai proposé un contrat qui se résume de 10 points. Pour ce qui est de la jeunesse qui attend, nous avons dit que nous voulons mettre en chantier la mise en place du marché intérieur. Et que ce marché intérieur consiste essentiellement à mettre à la disposition de cette jeunesse pour qu'elle soit formée, et lorsqu'elle est formée, qu'elle trouve facilement de l'emploi avec revenu. Un revenu qui tienne compte de sa qualification. Ça veut dire que, puisqu'il y a des grosses sociétés ici qui ont besoin de main-d'œuvre, mais que cette main-d'œuvre-là passe par une sous-traitance, nous devons donc prendre des dispositions réglementaires pour demander aux intermédiaires, aux sociétés de sous-traitance, toutes les garanties nécessaires pour que ces jeunes qui travaillent pour une bouffée de pain puissent avoir les garanties indispensables de cotiser à la sécurité sociale pour que lorsque l'âge venant, ils puissent jouir quand même de leur travail. Ça, nous allons le faire parce que c'est dans le contrat de la création du marché intérieur. Le secret est tout simplement dans la restauration de l'État et de ses structures. Si aujourd'hui il y a certaines sous-traitances qui sont là, parce que justement ce sont ceux-là qui considèrent les autres Congolais comme leurs esclaves. Ce sont ceux-là qui ont vendu le pays aux dignitaires du PCT. Parce que le PCT, c'est l'État. Alors que moi, je veux remettre l'État en place. Dès lors qu'il y a l'État en place et les structures, il ne peut plus y avoir naturellement ces sous-traitances sauvages. Pour ce qui est de ce que vous avez souligné comme problème spécifique, vous savez, je suis déjà contre la politique de la destruction de biens, de casser les maisons. Il est facile de casser, mais il est très difficile de construire. Et je dis ceci, que lorsqu'on veut on veut récupérer un domaine qui appartenait à l'État où quelqu'un a construit,
Mais alors que l'État aussi a donné son aval, puisqu'il a fourni les documents nécessaires, il y a toujours une négociation préalable. On ne peut pas désapproprier quelqu'un s'il n'y a pas de négociation au préalable. On négocie lorsque les deux parties, c'est-à-dire l'État et le propriétaire, sont en parfait accord. Ils signent des documents. Lorsque tout est payé, à ce moment-là, on peut casser. Mais tant que ce n'est pas payé, on ne casse pas. Il est évident que ça, c'est une faute grave. Non seulement une faute grave, c'est une façon de montrer que le PCT considère les autres comme étant des étrangers, qu'il n'y a que le PCT qui est là, parce qu'il fait sa loi. Et enfin, pour la question que vous m'avez posée sur les propriétaires terriens qui posent avoir un certain pourcentage, mais je dis ceci, les ressources naturelles appartiennent au peuple congolais, c'est-à-dire à la République, c'est-à-dire donc l'État est là pour gérer. L'État n'est là que pour gérer. Mais le vrai propriétaire, c'est la République. Et cette République est constituée par l'ensemble des citoyens de ce pays et des citoyennes. Qu'ils soient du Nord, ceux du Nord sont propriétaires du pétrole de Pointe-Noire. Maintenant, il est vrai que ce pétrole se trouve